troubles mentaux, on les connaît depuis longtemps, enfin on les étudie depuis longtemps. Et est-ce que, avec l'évolution de la société, on a eu une évolution au niveau, par exemple, de l'apparition des troubles mentaux, de nouveaux troubles mentaux qui apparaissent, ou même simplement dans la vision que l'on a du trouble mental? Oui, c'est une question très pertinente. C'est que en fait, les troubles mentaux, ils sont différents. On va les appréhender différemment selon l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on montre bien, et c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs évoqué dans une exposition qui s'est déroulée à la Cité des Sciences l'année dernière, qui s'appelait Mental désordre, c'est de montrer comment, au cours de l'histoire, on va décrire les troubles mentaux différemment, on va les considérer de façon différente, et du coup, on va aussi les traiter de façon différente, et leur imprégnation sociale est différente. Et les représentations sont différentes et elles évoluent. Et notamment, on peut dire que par exemple, depuis quelques années, avec le développement des neurosciences, d'un point de vue sociologique, enfin, si on veut dire, il y a une naturalisation des troubles, il y a une cérébralisation des troubles mentaux, c'est-à-dire que de plus en plus les personnes, d'ailleurs à juste titre, euh, considèrent que ces maladies, bien sûr, s'inscrivent dans un dysfonctionnement cérébral. Alors, à pondérer parce que toutefois, il persiste des représentations, des a priori sur ces maladies qui font qu'on a aussi du mal, d'un autre côté, à les considérer comme des maladies comme les autres. Et de fait, une partie de ces maladies ne sont pas des maladies comme les autres, c'est-à-dire qu'elles sont au sens où elles sont en lien avec un environnement social, un contexte, mais une bonne partie, et parmi celles-ci, toutes les maladies chroniques psychiatriques qui sont le cœur de ce qui d'ailleurs fait l'objet des recherches, par exemple menées à l'ICM ou ailleurs, ce sont des maladies chroniques ou même sur des modèles médicaux, c'est-à-dire avec des étiologies qui ne sont pas toujours connues, mais qui ont un impact majeur avec un handicap et pour lesquels il faut trouver des traitements. Mm. Et cette représentation que l'on a de la maladie mentale, est-ce que ça a un impact sur la façon dont les patients acceptent leur maladie et même se voient eux-mêmes? Par exemple, je sais que dans la dépression, beaucoup de gens ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur que ce soit perçu comme un manque de volonté et non pas comme une maladie. Ben oui, tout à fait. Et là, ce que vous dites appelle à la notion d'autostigmatisation, c'est-à-dire que le patient anticipe sur les réactions négatives du monde qui l'entoure, du contexte social, et il va par moment anticiper sur des réactions négatives et lui-même s'interdire d'aller vers les autres ou d'avoir une vie normale, voire même incorporer des symptômes ou des handicaps dus aux maladies du fait de cette auto-stigmatisation. Donc c'est une notion extrêmement importante pour le suivi et pour le traitement et la prise en charge des patients. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, comme il y a eu une évolution de la vision que l'on a de tout ce qui est santé mentale, etc., je suppose que la psychiatrie a elle aussi évolué dans la manière de prendre en charge les choses et notamment, donc, en arrivant à notre sujet, en intégrant un peu de technologie à l'intérieur de la prise en charge. Oui, alors à la fois oui et non. C'est-à-dire il y a un système de soins qui est maintenant qui existe depuis pas mal d'années, qui a produit des prises en charge, qui permet de s'occuper de la population. Et à la fois il y a des évolutions qui intègrent ces progrès, et à la fois il y a aussi des résistances, comme dans tout système institutionnel, à une évolution des prises en charge. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile à faire évoluer que ça représente quelque chose de considérable, hein. On évalue à peu près à 1 million de prises en charge chaque année, les prises en charge médicales en tant que telles des troubles psychiatriques. Alors néanmoins, on peut dire qu'on assiste euh, quand même avec l'évolution, notamment l'évolution des technologies, à la possibilité de transformer la représentation de ces maladies mentales, et notamment par l'aspect participatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un mouvement actuel, hein, c'est pas fait, mais on voit actuellement émerger le fait que l'on peut développer des collaborations avec les patients, avec leurs familles. Il y a le développement de tout le concept de père aidant, c'est-à-dire eux-mêmes patients devenant aidants de patients, avec le développement de solutions qui sont imaginées par les patients eux-mêmes pour essayer d'améliorer leur handicap, et aussi la contrainte sociale que ça a créé pour les chercheurs, pour les médecins,
de développer un véritable dialogue, une véritable réflexion sur la prise en charge et aussi le développement des recherches qui sont faites dans ce champ. Très bien. Donc là, on va parler plus particulièrement donc, de e-santé. Qu'est-ce qu'on entend par la e-santé au final Alors, la e-santé, c'est en fait le fait de amener la santé en profitant du développement des technologies, des nouvelles technologies de l'information, notamment évidemment tout ce qui est communication par le web, Internet, mais aussi les objets connectés avec l'explosion de tout ce domaine, mais aussi l'accès qu'ont les patients eux-mêmes à ce monde qui n'est plus so virtuel finalement, mais qui est le monde dans lequel les gens vivent, échangent, et notamment au niveau des rapports sociaux par exemple. Or, les maladies mentales touchent de façon prioritaire les rapports sociaux. Il y a même des symptômes qui touchent le fait que des personnes vont avoir des difficultés à échanger, à communiquer leurs émotions, ou même tout simplement à affronter le regard d'autrui ou à lui parler. Et on retrouve tout cela dans tout le champ des relations humaines qui se déroule maintenant dans les réseaux sociaux, par le biais des objets connectés et de la e-santé. Donc la e-santé, ça consiste à essayer d'utiliser cette technologie pour mettre en place des processus d'évaluation, de suivi et de traitement. Et ça a un certain nombre d'avantages parce que ça permet d'avoir une action, je dirais une action de masse avec une réduction des coûts possibles par exemple. Ça va permettre peut-être aussi de combattre les déserts médicaux en offrant une possibilité de prise en charge à distance ou de consultation. Et ce que l'on souhaiterait aujourd'hui, c'est aussi d'améliorer tout ce qui est prévention et dépistage, c'est-à-dire aussi d'informer mieux les personnes. Et le fait que ces objets connectés, toutes ces technologies, en fait, sont considérablement appropriées par les gens, c'est très intéressant parce que ça participe d'un mouvement où les gens s'approprient et peuvent s'approprier la démarche qui n'est jamais facile d'aller consulter ou de s'informer sur telle ou telle pathologie mentale qui peut toucher en fait n'importe qui. Du coup, il y a déjà des applications qui ont été développées autour de la maladie mentale et autres ou... Alors, il y a des applications, on peut donner quelques exemples. Il y a des applications, par exemple, il y a pas mal de travaux actuellement sur un problème de santé publique majeur qui est les conduites suicidaires et les suicides, qui est une cause de mortalité, une des causes de mortalité principale des jeunes, par exemple, et où l'on sait qu'un des facteurs de rechute principaux des conduites suicidaires, c'est-à-dire quelqu'un qui va passer aux urgences parce qu'il est suicidé, si le risque c'est la rechute, c'est-à-dire qu'il fasse une tentative de suicide après la première prise en charge qui a pu se faire et qui n'est pas toujours suivie selon la volonté du patient d'une prise en charge médicale ou psychiatrique, et bien souvent ce facteur de rechute, il peut être lié au fait que la personne tout d'un coup se retrouve totalement isolée face à un vide existentiel ou à une pathologie active de type dépressif. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, et donc se retrouve totalement isolé. Et à partir de là, les spécialistes du suicide ont montré que le simple fait de manifester un intérêt pour ces gens, de se manifester auprès d'eux, de prendre des nouvelles, avait un impact sur cette rechute suicidaire. Et bien évidemment aujourd'hui, l'enjeu, il est de travailler sur la seule chose dont ne se séparent plus les gens aujourd'hui, qui sont leur smartphone ou leur mobile, et qui est un moyen de rester en communication, finalement probablement le moyen de rester en communication avec une très grande majorité de la population, c'est pas tout le monde malheureusement, mais quand même de façon la plus complète et la plus constante possible. Et donc il y a le développement d'applications qui visent à réduire la rechute suicidaire, et notamment en offrant via une application qui est si possible vivante, agréable, des contacts, des rappels, des liens vers des numéros d'urgence, voire des interventions qui pourraient par exemple répondre à un stress émotionnel en proposant des séances de relaxation ou via l'application. Donc un certain nombre de services peuvent être développés. Bon, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui illustre comment on peut raisonner aujourd'hui à partir d'un outil qui est le smartphone et d'essayer de mettre dessus des possibilités d'intervention et d'évaluation
puisque ces évaluations peuvent être aussi de différents niveaux. On peut avoir des évaluations actives, c'est-à-dire qui supposent une participation du sujet. Ça peut être aussi des évaluations d'ailleurs de la cognition, comme certaines ont d'ailleurs été faites à l'ICM avec l'application Brenus, qui sous forme de jeu permet de tester ces fonctions cognitives. Mais dans le champ de la santé mentale, on peut avoir le même type de choses. Vous pouvez recevoir des alertes en vous demandant comment vous allez, où est-ce que vous êtes, à côté de qui, donc c'est actif. Mais aussi, on développe actuellement au niveau de la recherche tout un tas d'évaluations passives, c'est-à-dire qu'on peut avoir des informations sur où se trouvent les gens, quel est leur niveau d'activité physique, voire même, bon, avec toutes les précautions réglementaires et éthiques, bien sûr, sur la vie privée, analyser d'une certaine façon des interactions sociales, par exemple le contenu de messages qui sont évoqués, qui sont échangés entre les gens et qui pourraient évoquer un risque, par exemple, suicidaire. D'accord. Vous parliez de sens participatif durant le début de notre conversation et je sais que par exemple ici à l'ICM il y a une application qui a été développée qui s'appelle Crazy App. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus en détail? Oui, alors je vous en parle en détail. Alors, sur les sciences participatives, juste un mot parce que c'est vrai que c'est tout à fait important par rapport au développement de ces technologies, c'est que ces technologies vont marcher si elles sont utilisées. Donc l'utilisabilité de ces technologies, c'est primordial. Et la façon de les rendre utilisables, c'est en fait de les rendre proches des gens. Et du coup, nous développons effectivement, nous, une approche de co-conception. C'est pour ça qu'on est vraiment très proche des patients et que nous avons déjà dans d'autres modèles développé avec eux des applications vraiment en collaboration scientifique pour s'assurer du fait que ça répond vraiment aux besoins et aux représentations des gens. Alors, les représentations des gens, c'est ce qui nous intéressait beaucoup, c'était la représentation que pouvaient avoir les personnes dans le grand public sur les maladies mentales. Bon, c'est quelque chose qui a déjà été étudié, il y a eu des grandes études qui ont été faites, des questionnaires, des sondages qui donnent quelques chiffres de base sur comment les gens considèrent la maladie mentale. Mais on a voulu aller un petit peu plus loin, et c'était à l'occasion d'ailleurs de cette exposition dont j'ai parlé à Universcience. Et on a développé une web app, donc c'est une application qui n'est pas sur votre smartphone, mais qu'on peut effectivement utiliser via son smartphone. C'est une web app et qui consiste à montrer des vignettes cliniques. Alors ce sont des témoignages de vrais patients qui parlent de leur pathologie, qui répondent à un certain nombre de questions, qui évoquent leur histoire, qui ont un récit. Et puis ces vignettes sont suivies de petites questions. C'est comme un quiz, on invite les gens à aller voir cette application pour tester leurs connaissances sur les maladies mentales, mais aussi tester leur représentation de ces maladies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent, quel est leur lien social possible avec les gens et comment ils peuvent entrevoir ce type de choses. Alors, ça permet de jouer au docteur, et puis il y a des vrais docteurs aussi qui ont participé et qui sont filmés et qui donnent des réponses par rapport aux pathologies qui sont évaluées, montrées dans cette application. D'accord, donc en fait ça permet un peu de découvrir les pathologies par le biais de témoignages de patients en fait au final. Ah oui, tout à fait, c'est centré par des témoignages de patients et ça c'est extrêmement important et ça nous permet aussi peut-être d'évoquer au-delà de leurs témoignages un aspect très important de tout cet aspect participatif, c'est ce qu'on appelle l'expertise expérientielle en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire on ne se débarrasse pas de l'expert médical. Le médecin, le chercheur est expert de son domaine et il reste un expert. Mais le patient, lui, il peut, s'il a la capacité, c'est une capacité de rapporter, de décrire son expérience, de l'utiliser, voire de la délivrer de façon pédagogique. Alors à ce moment-là, le patient, par son expérience, et s'il a cette capacité, devient aussi un expert au sens de l'expertise expérientielle. Et c'est tout à fait important pour nous d'avoir des contacts avec des patients qui ont cette expertise et qui nous permettent, alors par exemple dans le cas de Crazy Apps, tout simplement de faire part de façon intelligible et intéressante de leur expérience et de leur récit, ce qui nous permet de livrer au grand public des témoignages qui permettent d'avoir un accès à ce que sont ces maladies, et aussi dans les collaborations que nous faisons avec les patients, de mieux cerner leurs besoins et aussi d'avoir leur avis, leurs conseils sur le développement de telle ou telle stratégie. Par exemple.
Donc là, j'ai une première question des personnes qui nous regardent, puisqu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions et je les transmettrai au docteur Mallet afin qu'il puisse y répondre. Et donc, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que ces applications sont payantes? Est-ce que, notamment l'application de prévention du suicide ou l'application Crazy Hype est payante? Alors non, elles ne sont pas payantes. L'application Crazy App, elle est totalement libre. Il faut juste taper Crazy App et aller sur le web et vous y avez accès, bien sûr. Elle est faisable en plusieurs fois. Enfin, tout est bien expliqué. Il n'y a pas de souci. Toutes les données aussi sont tout à fait confidentielles. Pour ce qui est des applications, alors pour celle dont on a parlé, qui est sur le suicide, alors, en l'occurrence, il y a une application qui est en développement, qui s'appelle Emma, qui est une application qui est développée par la Fondation Fondamentale, qui a comme objet justement de développer tout un champ de recherche dans la santé mentale en lien avec les patients et pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Cette application fait partie du domaine de recherche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible de façon libre comme ceci. Il s'agit de patients qui sont inclus dans des protocoles de recherche et qui vont pouvoir l'utiliser. Mais on peut à terme viser que certaines de ces applications, une fois qu'elles sont validées, comme finalement dans certains cas des dispositifs médicaux ou des thérapies, peuvent être sur le domaine public. Je prends un exemple qui me vient en tête là tout de suite, c'est une application développée par nos amis et collaborateurs qui sont en Suisse à Genève, une application qui s'appelle Emotéo, qui est une application sur la météorologie émotionnelle, donc qui est destinée à des patients qui ont des troubles de régulation émotionnelle, souvent des patients qui ont des troubles de personnalité qu'on appelle borderline et qui ont face à des réactions, des fois face à des situations stressantes, des réactions tout à fait disproportionnées. Et cette application permet à la personne d'évaluer son état émotionnel et un certain nombre de réponses qui sont préprogrammées, pour lesquelles aussi le patient a été déjà un petit peu formé, lui permettent d'abaisser son niveau émotionnel selon telle ou telle situation. D'accord. Du coup, si c'est gratuit, foncez télécharger l'application Crazy App notamment, puisque participer à la science collaborative, c'est quelque chose d'extrêmement important, en tout cas de mon point de vue. Et moi, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ces applications sont plus utiles dans certaines pathologies? Je pense notamment au TOC, où les personnes ont souvent besoin d'avoir quelque chose pour les aider et les réguler dans la vie de tous les jours. Ou ça peut être vraiment utilisé pour n'importe quelle pathologie mentale. Alors, votre question me permet de dire effectivement que je pense, en tout cas je crois, que effectivement les applications ne sont pas spécifiques des troubles. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit être fait par les médecins, par les chercheurs, par les patients, puisqu'on vient d'en dire que maintenant on travaille tous ensemble, et il faut définir finalement quels sont les besoins et à quel type de technologie on peut faire appel. Parce que ces technologies peuvent faire appel à des senseurs, à des choses très petites, très minuscules. Et c'est un des intérêts d'ailleurs de ces technologies, c'est qu'elles ne sont pas stigmatisantes en soi, parce qu'elles sont incorporées dans les objets du quotidien. Donc vous avez un smartphone, personne ne sait si vous avez l'application Smart Talk, par exemple, que nous avons développée dans les TOC, qui permet d'évaluer son état de pathologie du TOC, disons, au jour le jour. Mais personne ne le sait. Vous avez des petits capteurs qui sont tellement petits qu'ils ne se voient pas, et on peut, imaginer dans l'avenir, étudier bien sûr des réactions même physiologiques. Donc ça, c'est un premier point, ça peut concerner, je pense, au contraire tout le monde. Alors après, ce que vous me posez comme question, ça évoque quel est le degré de maturation des différents projets. Et effectivement, il y a eu des projets qui ont été développés, notamment dans le trouble obsessionnel compulsif, mais par nos équipes, sur l'exploration disons, en utilisant la maison intelligente, la domotique, de dispositifs au domicile qui visent à contrer le handicap de symptômes qui sont particulièrement difficiles à traiter. En sachant que il ne faut jamais, disons qu'il ne faut pas non plus que ces technologies occultent le fait qu'il y a des prises en charge qui sont prouvées, qui sont efficaces, et notamment dans le TOC, on va dire que la thérapie comportementale et cognitive reste vraiment la première ligne de traitement qui est souhaitable, avec plus ou moins des médicaments qui peuvent aider, et que c'est cette optique-là qui est la meilleure pour guérir. Simplement, l'expérience montre que certains symptômes sont vraiment très résistants, que c'est difficile pour certains patients aussi de se rendre ou d'avoir accès à des thérapeutes. Et on a réfléchi sur la possibilité que des technologies aident à contourner certains symptômes qui sont extrêmement handicapants, et donc de rendre des maisons intelligentes qui vont contourner certains symptômes, par exemple de vérification que peuvent avoir des patients, pour prendre cet exemple. Alors ça, donc on est un petit peu plus avancé dans le TOC, mais
il y a d'autres pathologies qui ont fait l'objet par exemple, d'applications via des mobiles qui évaluent l'activité, notamment l'actimétrie, qui permet de bien étudier les alternances veille-sommeil, qui peuvent servir par exemple dans les troubles bipolaires de l'humeur pour prévenir les patients d'un début de rechute ou les inciter à avoir une activité grâce à des principes de psychoéducation qu'on leur a inculqués mais qui peuvent être intégrés dans des applications ensuite, avoir une hygiène de vie. Voilà. Alors c'est aussi des outils qui peuvent nous aider dans la recherche et c'est vrai qu'actuellement nous avons le souhait, nous développons des technologies qui nous permettent de transférer le laboratoire chez les patients. Et ça, c'est un enjeu aussi d'évaluation qui est considérable. C'est le fait de pouvoir évaluer les patients dans leur milieu écologique, en fait, de façon naturelle. C'est très intéressant et je pense qu'on reviendra sur les précautions à prendre dont vous avez parlé lorsqu'on développe ces projets de e-santé. Mais d'abord, j'ai une question donc, de Mathieu qui nous demande si les nouvelles technologies peuvent aider les proches donc, à faciliter la communication avec les proches, la famille, les aidants, etc. Parce que très souvent, ces personnes se retrouvent un peu démunies face aux troubles que peuvent avoir leurs proches. Alors, je dirais que je n'ai pas en tête d'études scientifiques qui a montré que ça pouvait aider ça. Donc, je n'ai pas, enfin, en tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai pas en tête d'études qui montrent qu'effectivement, un tel dispositif prouve que ça améliore la... Voilà. Mais ceci dit, c'est ce qu'on pourrait faire. Mon impression est que oui, bien sûr, ça peut aider, et tout simplement parce que la transformation sociale fait qu'aujourd'hui, ces véhicules de communication sont devenus extrêmement importants et que peut-être même qu'ils peuvent permettre à certains patients qui vont être dans une difficulté de contact direct de passer par des échanges qui vont passer via des réseaux sociaux et peut-être réintroduire un canal de communication possible. Et puis je dirais aussi que ce que l'on nous perçoit dans ces mouvements participatifs, c'est le fait que les gens reprennent vraiment une autonomie sur leurs décisions, sur leurs actions, en incorporant ces objets, en incorporant leur fonctionnement. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est à la fois une action collective et personnelle. Et il me semble, pour l'instant, que ce que l'on voit, c'est que ça aurait tendance plutôt à renforcer les liens, plutôt à améliorer les échanges. Bon, alors après, si on a affaire à quelqu'un qui a une pathologie qui va induire des disruptions extrêmement importantes dans le domaine familial, voire on a des fonctionnements pathologiques familiaux qui, d'ailleurs, pour lesquels on peut développer des thérapies spécifiques, ce qu'on appelle des thérapies systémiques, où je ne sais pas jusqu'à quel point, disons, un outil de communication va aider à résoudre ce problème. Mais je pense que globalement, ça contribue plutôt à améliorer les relations entre les gens. Par exemple, une personne qui a du mal à communiquer sur sa maladie peut dire va sur cette application, par exemple Crazy App, il y a des patients qui arrivent mieux à parler que moi de leur maladie, peut-être que ça t'aidera à comprendre ce que je ressens. Ça peut être une méthode ou... Oui, tout à fait. Je pense que du coup, ça induit, disons, un tiers, ça induit une représentation qui va permettre à chacun de se retrouver ou pas, en tout cas, de pouvoir se projeter dans un fonctionnement et surtout dans une expérience qui a été rapportée, de se sentir moins seul, c'est-à-dire de dire bah, tiens, je ne suis pas le seul à avoir éprouvé ça, et peut-être des échanges autour de cette, du ressenti que tout le monde pourra faire devant ce cas qui a été exposé, devant un récit personnel touchant. Là, j'ai Alex qui nous demande s'il existe une application pour les personnes dépressives. Alors, à ma connaissance, moi, j'en connais pas sur lesquels nous avons travaillé. Maintenant, il existe beaucoup d'applications. Il en existe énormément. Toutes ne sont pas de la même qualité. Donc, je dirais que ça, c'est l'enjeu, c'est notre devoir à nous, les médecins, les équipes, de faire un benchmark des choses. Et peut-être qu'une des évolutions, ça va être sur des sites web qui seraient des sites validés par des équipes médicales, dans des grands CHU ou dans des centres, peut-être d'un jour de faire
un état de lieu, une revue de ce qui est sorti, de ce qui existe. Parce que c'est vrai que par exemple sur le suicide, je pense qu'il ne devait pas y avoir loin d'une centaine d'applications dans le monde qui ont été faites, mais sur cette centaine d'applications, je pense qu'il n'y a pas plus de 2 ou 3 applications qui ont fait l'objet de travaux rigoureux et qui sont... donc il faut, comme dans tout, probablement se méfier. Je pense aussi qu'il y a des... Comme dans le monde en général, je pense que il y a le danger par le web, par la diffusion d'informations, de tomber sur des gens qui véhiculent des approches qui peuvent être même sectaires et qui sont toujours à la recherche de personnes fragiles. Et c'est vrai que les personnes qui souffrent de troubles mentaux, notamment les personnes dépressives, sont très fragiles parce qu'elles souffrent considérablement. Il faut savoir que la dépression, c'est une souffrance qui n'a pas d'équivalent en fait. Et donc les personnes sont prêtes à tout pour essayer de se soulager. Donc là, je dirais qu'il ne faut pas que les systèmes de communication remplacent le médecin. Elles ne sont pas là pour ça. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est de faire évoluer le système de soins, mais il est que ce système puisse approprier une nouvelle communication, mais il ne s'agit pas de faire que les gens se retrouvent sans encadrement médical ou psychiatrique. Ça reste tout à fait nécessaire. Oui, il faut coupler ces applications à toujours un suivi. Je crois avec des gens qui sont validés, dont la pratique est validée, reconnue, encadrée par les instances et par les institutions. Fanny nous demande quant à elle comment éviter les dérives avec l'utilisation des applications, notamment au niveau de l'utilisation des données personnelles. Bon, alors là, encore une fois, je n'ai pas un avis d'expert, disons, national sur le sujet. Je peux juste témoigner de la façon dont on travaille dans l'équipe. Il est évident que dès que nous développons des applications qui vont faire appel à des données personnelles, et certaines de ces données personnelles peuvent être extrêmement intimes, puisque nous travaillons sur des projets où nous envisageons d'analyser de façon peut-être un jour automatique avec des algorithmes le contenu des échanges sociaux via Facebook, via d'autres applications, d'autres échanges, le contenu pour détecter des conduites à risque. Il est évident que ce type de recherche, dès que nous lançons quelque chose comme ça, pour ce qui nous concerne, nous en informons. Nous ne lançons aucune recherche sans avoir l'aval de la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, et les différents comités d'éthique, que ce soit l'INSERM ou des comités tout à fait validés. Et bien évidemment, il ne faut pas travailler en dehors de ce contexte, car il est très important de préserver la confidentialité, l'intimité et les données de chacun. Une question de Sanoge qui nous demande si Crazy App est uniquement sur smartphone ou si on peut la trouver sur d'autres navigateurs. Alors pas du tout, Crazy App est une web app qui peut se consulter via son PC, via son ordinateur ou via un smartphone. Ça marche sur tout, donc il n'y a aucune raison de ne pas aller sur Crazy App pour donner son avis et contribuer à l'étude des représentations de la santé mentale et des maladies mentales. Donc je pense que ce qu'on peut retenir de l'ensemble qui a été dit là, c'est que les applications restent quelque chose de quand même assez utile au niveau de la prise en charge de la maladie mentale. Que malgré tout, il faut rester vigilant, comme j'ai tendance à le dire sur ma chaîne YouTube, et les gens qui la connaissent vont bien me reconnaître là-dedans. Il faut savoir faire preuve d'esprit critique quand on va s'intéresser à l'ensemble de ces applications. D'ailleurs, ça me paraît important de dire que c'est aussi aux proches de faire attention à ce que les personnes dépressives, ou autres, parce que comme vous l'avez dit, ce sont des personnes très influençables, à ce qu'elles utilisent. Qu'il faut continuer à s'intéresser à ce domaine qui a l'air de bien se développer et qu'il faut télécharger Crazy App pour pouvoir aider la science et notamment votre équipe en apportant des données. Et moi je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir posé autant de questions.